Au printemps 1945, l'Allemagne s'effondrait de toutes parts. Berlin, écrasé par l'artillerie soviétique, n'était plus qu'un champ de ruines. Dans les sous-sols du Führerbunker, Adolf Hitler vivait ses derniers jours, coupé du monde extérieur. Le 30 avril, il mit fin à ses jours, emportant avec lui l'édifice politique et militaire qu'il avait bâti. Mais une question demeure depuis. Qu'est-il advenu de ses effets personnels? Le bunker abandonné contenait encore des traces de son occupant. Lorsque les Soviétiques y pénétrèrent, ils découvrirent uniformes, cartes, meubles et objets divers. Certains portaient les stigmates des dernières heures, des taches de sang sur des fauteuils, des documents brûlés, des armes brisées. Tout témoignait du chaos final. L'armée rouge rassembla rapidement ces vestiges et les expédia à Moscou, considérés comme autant de preuves historiques que d'instruments de propagande. De leur côté, les forces alliées explorèrent les autres résidences nazies, notamment le Berghof en Bavière. Elles en rapportèrent livres, œuvres d'art et objets décoratifs. Pour les vainqueurs, ces reliques n'étaient pas de simples souvenirs, mais des trophées symbolisant la chute d'un dictateur. Certaines pièces furent conservées dans des musées, d'autres disparurent dans des collections privées ou refirent surface lors de ventes aux enchères. Encore aujourd'hui, le sort de ces objets suscite la controverse. Faut-il les exposer pour rappeler les dérives du passé ou au contraire les soustraire au regard afin d'éviter une fascination malsaine? Ce débat divise toujours historiens et collectionneurs. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez votre avis en commentaire et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits marquants de la Seconde Guerre mondiale. En avril 1939, pour célébrer son 50e anniversaire, Adolf Hitler reçut un cadeau hors du commun, un pistolet Walter PPK luxueusement plaqué, or 24 carats et orné de plaquettes en ivoire. Plus objet de prestige que véritable arme de combat, il incarnait le pouvoir et la mise en scène du dictateur. Hitler, d'ailleurs, utilisait rarement cette pièce singulière. Dans sa vie quotidienne, il préférait garder à portée de main un modèle standard de calibre 7,65 mm, souvent dissimulé dans son pantalon ou placé à proximité immédiate dans ses appartements. Après 1945, le destin de cette arme dorée devint nébuleux. Elle disparut d'abord, avant de réapparaître dans les années 1950 dans un catalogue de vente aux enchères, puis fut soudainement retirée. En 1966, elle refit surface à Cleveland, où un collectionneur privé l'acquit. Pendant plus de 20 ans, le pistolet resta invisible au public, alimentant les spéculations sur son authenticité et son origine. Lorsqu'il fut revendu, il atteignit un prix record, devenant l'un des pistolets militaires les plus chers jamais adjugés. Aujourd'hui, les experts estiment sa valeur à plus de 4 millions de dollars. Mais derrière le faste, une question demeure. Faut-il vraiment exposer ou commercialiser de tels objets? Pour de nombreux historiens, ces reliques ne sont pas de simples antiquités militaires. Elles portent en elles une charge symbolique liée à un régime responsable d'un génocide. Les collectionneurs, au contraire, y voient des témoins matériels de l'histoire militaire. À chaque apparition du pistolet doré sur le marché, la controverse ressurgit. Doit-il rester enfermé dans des musées, protégé des regards sensationnalistes, ou peut-il circuler librement entre mains privées? Ce pistolet ne se réduit pas à son esthétique raffinée. Il condense une époque de violence et de dictature, et son parcours, de la poche d'Hitler aux salles de vente contemporaines, illustre comment l'histoire peut devenir un produit. Chaque transaction relance le débat éthique. Doit-on le conserver comme preuve tangible du passé ou l'effacer de l'espace public pour éviter toute fascination malsaine? Toutes les reliques liées à Hitler n'étaient pas des armes ou des uniformes. Certains objets, d'apparence banale, ont acquis une aura particulière uniquement parce qu'ils avaient appartenu au dictateur. C'est le cas d'un globe terrestre provenant du Berghof, sa résidence alpine en Bavière. En 1945, un soldat américain l'emporta comme souvenir de guerre et plusieurs décennies plus tard, il fut adjugé aux enchères pour plus de 100 000 $. Ce n'était pas la qualité de l'objet qui fascinait, mais bien son lien direct avec Hitler. Sans cette provenance, il aurait eu une valeur quasi nulle. Cet exemple montre combien la trajectoire d'un objet peut transformer un simple accessoire domestique en artefact controversé.
Un autre cas emblématique est celui du téléphone rouge utilisé par Hitler dans son bunker lors des derniers jours du Reich. Orné de l'aigle et de la croix gammée, il servait à transmettre des ordres mortels. En 2017, cet appareil a été vendu aux États-Unis pour plus de 200 000 $, l'acheteur restant anonyme. L'événement fit la une de nombreux journaux à travers le monde. À chaque mise en vente de ce type d'objet, la polémique renaît. Faut-il permettre à de tels symboles de circuler librement sur le marché? Pour certains, ce ne sont pas des souvenirs, mais des instruments de mort qui devraient rester hors de portée du commerce. D'autres y voient au contraire des fragments d'histoire à préserver et à étudier. Ces artefacts brouillent la frontière entre preuves historiques et curiosité morbide. Leur survie oblige à affronter des vérités dérangeantes. Le nazisme ne s'incarnait pas seulement dans les discours et les batailles, mais aussi dans des objets du quotidien. À travers eux, une question essentielle s'impose. Nous aide-t-il à comprendre le passé, ou risque-t-il de transformer la tragédie en spectacle? Le commerce des objets nazis alimente depuis longtemps des controverses passionnées. Pour certains, il s'agit de témoignages matériels qui éclairent l'histoire. Pour d'autres, ces reliques sont des emblèmes toxiques qui risquent de nourrir la fascination pour un régime criminel. L'un des collectionneurs les plus connus est l'anglais Kevin Whitcroft, propriétaire de ce qui pourrait bien être la plus vaste collection privée consacrée à Hitler et au Troisième Reich. Dans ses entrepôts s'entassent chars, bustes, uniformes, ainsi que des fragments architecturaux provenant de lieux symboliques du nazisme, parmi lesquels des portes et des dalles de la prison où Hitler rédigea Mein Kampf. Sa passion remonte à un casque allemand que son père, ancien combattant, avait rapporté après la guerre. Depuis, cette pièce unique s'est transformée en un empire controversé. Les critiques accusent ces amateurs de nourrir un marché parallèle où prospère une nostalgie malsaine de la dictature. Les défenseurs, eux, estiment que conserver ces objets empêche leur disparition et permet de garder une trace tangible du passé. La question ne se limite pas à la morale, elle touche aussi au droit. En Allemagne, l'usage public de la croix gammée et des symboles nazis est encadré avec rigueur. Pourtant, le commerce s'épanouit ailleurs, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les ventes en ligne ont accentué ce phénomène. On y trouve aussi bien des boutons d'uniforme ou des dagues pour quelques dizaines d'euros que des véhicules ayant appartenu à des dignitaires nazis pour plusieurs millions. Cette marchandisation attire l'attention des médias, mais aussi la colère des rescapés de la Shoah et de nombreux historiens. Ils rappellent que ces objets ne devraient pas devenir des trophées réservés aux riches collectionneurs, mais être conservés dans des musées où l'on peut leur donner un cadre éducatif. La question reste donc en suspens. Préserver ces vestiges, est-ce protéger la mémoire ou bien la déformer au profit du marché? Les objets personnels d'Adolf Hitler suscitent depuis la fin de la guerre une curiosité mêlée de malaise. Lorsque les troupes américaines pénétrèrent dans son refuge alpin du Berghof en 1945, elles repartirent avec tout ce qui pouvait être emporté, meubles, vaisselle, objets décoratifs. Ces souvenirs de guerre réapparurent des décennies plus tard dans des ventes aux enchères, attisant fascination et indignation. Parmi les pièces les plus insolites figuraient les sous-vêtements en soie d'Eva Braun, brodés de ses initiales. Ces reliques intimes, arrachées à la sphère privée du dictateur, se sont vendues à prix d'or, comme si leur provenance suffisait à leur donner une valeur exceptionnelle. Même le chien favori d'Hitler, Blondie, a laissé son empreinte dans ce commerce macabre. Colliers, jouets et même de prétendus poils du berger allemand furent conservés comme trophées. Pour le Führer, Blondie n'était pas un simple animal de compagnie, mais une présence fidèle en qui il plaçait plus de confiance que dans nombre de ses proches. Dans les dernières heures du régime, il alla jusqu'à tester sur elle la capsule de cyanure qu'il devait ensuite avaler lui-même, un geste qui stupéfia son entourage et illustra son obsession paranoïaque. Au-delà de ces reliques intimes, la vaisselle de table, les tasses à thé et les couverts d'Hitler sont devenus des objets de convoitise. Exposés dans certaines collections privées ou dans des musées militaires, ils ont souvent été mis en avant par les maisons de vente pour leur provenance, gonflant ainsi leur prix. Mais chaque enchère suscite son lot de protestations. Des organisations juives dénoncent une marchandisation indécente de la mémoire des victimes,
tandis que des historiens mettent en garde contre le risque de transformer ces fragments du quotidien en objets de spectacle. Placés dans un cadre muséal, ces artefacts prennent une autre signification. Ils permettent d'éclairer la vie quotidienne d'un dictateur et de rappeler les mécanismes d'un régime totalitaire. Leur simple survie, qu'il s'agisse d'une tasse banale ou d'un collier de chien, montre comment les possessions les plus ordinaires peuvent devenir des symboles lourds de sens, reflets d'une époque et des ténèbres qu'elle a engendrées. Adolf Hitler ne fut pas seulement le chef d'un régime totalitaire, il devint aussi l'un des hommes les plus riches d'Europe durant son règne. Sa fortune provenait de sources multiples, certaines légales, d'autres nettement plus douteuses. Le tournant décisif dans son enrichissement remonte à la publication de Mein Kampf. Rédigé en 1924 pendant son incarcération à Landsberg, l'ouvrage rapporta peu à sa sortie, mais dès que Hitler accéda au pouvoir, il se transforma en best-seller imposé. Des millions d'exemplaires furent distribués aux jeunes mariés, aux fonctionnaires et aux soldats. Ces ventes massives firent affluer des royalties colossales, faisant de lui un millionnaire avant même le début du conflit. En 1934, son propre gouvernement le déclara officiellement exempté d'impôts, ce qui lui permit de conserver l'intégralité de ses revenus. L'argent ne venait pas seulement des livres. Les industriels allemands, tels que Fritz Thyssen ou Gustav Krupp, versèrent des millions de Reichsmarks pour soutenir le parti nazi. Même à l'étranger, certains partisans se manifestèrent. Henry Ford, le magnate américain de l'automobile, contribua financièrement, admirant le discours idéologique du Führer. Outre ses fonds directs, Hitler bénéficia de présents somptueux. Véhicules de luxe, œuvres d'art, villas et domaines vinrent grossir son patrimoine. La construction du Berghof, sa résidence dans les Alpes bavaroises, fut en grande partie financée par ses donations. Son secrétaire Martin Bormann orchestrait ses opérations, obtenant des industriels qu'ils prennent en charge des projets symboliques, comme le fameux Nid d'Aigle. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la fortune personnelle d'Hitler atteignait des niveaux vertigineux, équivalents aujourd'hui à plusieurs milliards de dollars. Même les timbres à son effigie rapportaient des royalties, une pratique insolite mais très lucrative. Pourtant, son train de vie quotidien restait relativement austère. Pas de bijoux ostentatoires, peu de luxe personnel. Ses ressources étaient absorbées par des chantiers monumentaux, des campagnes de propagande et des projets architecturaux destinés à marquer l'histoire. Après sa mort en 1945, une partie de ses biens fut saisie par les Alliés ou transférée à l'administration bavaroise. Mais son immense fortune soulève encore des débats. Elle illustre la manière dont idéologie, corruption et opportunisme économique s'entremêlèrent au cœur du Troisième Reich. L'histoire des biens personnels et de la fortune d'Adolf Hitler après 1945 dépasse la simple curiosité historique. Des objets aussi variés qu'un pistolet doré, un téléphone de bureau ou une simple paire de couverts se sont transformés en symboles d'un régime effondré. Certains furent saisis comme preuve, d'autres emportés comme trophées par des soldats, et beaucoup disparurent dans des collections privées. Aujourd'hui, une partie est exposée dans des musées pour informer, tandis que d'autres pièces refont surface dans des ventes aux enchères controversées. La question de leur place continue de diviser. Faut-il préserver ces vestiges comme avertissement ou les soustraire au regard public pour éviter toute fascination malsaine? Leur puissance symbolique reste indéniable. Même les objets les plus banals rappellent que le quotidien du dictateur s'inscrivait dans un système de violence et de persécution. Ils témoignent de la manière dont l'idéologie s'est infiltrée jusque dans les détails intimes de la vie privée. La fortune colossale d'Hitler soulève elle aussi des interrogations. Construite sur la propagande, l'exploitation et des appuis industriels, elle s'est évanouie après sa mort, absorbée par l'État bavarois. Mais ce qui demeure, ce sont les traces d'une corruption systémique et d'un pouvoir sans limite. Les ruines de ses résidences, comme le Berghof, rappellent que des décisions meurtrières furent prises dans ces lieux. Visiter ces sites aujourd'hui ne relève pas de la nostalgie, mais de la mémoire. Il rappelle ce qui arrive lorsque richesse, propagande et idéologie se conjuguent pour nourrir une dictature. Étudier ces traces, c'est aussi se protéger de leur retour. L'histoire ne parle pas seulement du passé, elle éclaire les dangers de l'avenir. Et vous, qu'en pensez-vous?
Faut-il conserver ces objets dans des musées pour les contextualiser ou les mettre définitivement à l'écart? Partagez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir notre travail et abonnez-vous pour découvrir d'autres documentaires consacrés aux zones d'ombre de la Seconde Guerre mondiale.